est-ce qu'on fait pour scaler Ethereum avec Cairo et avec Starknet? Alors, la première question intéressante à se poser, je pense, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de scaler? Ah oui, donc c'est qui? C'est moi, Henri, enchanté, je suis basé à Paris et vous pouvez jeter un œil à ce que je fais sur Twitter. La question de base qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ça ne marche pas les blockchains aujourd'hui? Parce que soyons réalistes, c'est des technos qui ont quoi, 10, 15 ans, et dans ces 10-15 ans, vous avez des systèmes qui sont passés à l'échelle de façon massive. Visa, Mastercard, Lydia, il y a plein de systèmes de paiement qui sont arrivés dans nos vies. Ils utilisent tous des technos qui ont quoi, 40, 50 ans, SQL, ce genre de trucs. Il n'y en a aucune qui utilise la blockchain et pourtant ils font plus de transactions moins chères que la blockchain. Comment ça se fait? Pourquoi ça ne marche pas, les blockchains en fait? Pourquoi c'est trop cher et c'est trop lent? Et en fait, je ne vais pas vous expliquer pourquoi la blockchain c'est cool, je vais vous expliquer les trucs qu'on a été obligé de sacrifier pour faire de la blockchain. Le cœur du problème vient de comment est-ce qu'on alloue de la confiance dans le réseau de paiement qu'on va utiliser. Dans le monde legacy, vous allez avoir une banque au milieu, un payment processor, qui va faire tourner les transactions de tout le monde. Vous allez avoir une grosse machine au milieu qui va faire tourner les transactions de tout le monde. Ça a plein d'avantages, notamment le fait que quand il y a plein de gens qui se connectent en même temps, vous allez juste mettre un ordinateur plus gros et ça marche correctement. Il y a des désavantages, vous devez faire confiance à la personne qui utilise ce système-là, tout ça, tout ça, tout ça. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans pourquoi c'est cool les blockchains. Dans le monde de la blockchain, ça fonctionne différemment. Vous n'avez pas une personne qui processe ce qui se passe dans le réseau. Vous avez tout le monde qui reprocesse tout ce qui s'est fait dans le réseau. Quand vous faites tourner un nœud Ethereum, vous faites tourner l'intégralité du réseau. Toutes les transactions qui passent sur Ethereum, vous les faites tourner dans votre machine. Et là, tout de suite, vous avez un instinct de pourquoi ça ne scale pas les blockchains. Déjà, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire beaucoup de transactions? Qui pense que sur son ordinateur où il peut faire tourner un nœud Ethereum, il peut faire tourner un data center Visa? Bon, je suis content que personne ne lève la main. Parce que, évidemment, ça n'est pas possible. La deuxième intuition que vous allez avoir, c'est que dans un réseau blockchain, tous les participants refont le même travail. Si vous avez du travail qui est fait par une entité ou 10 000 entités, automatiquement, ce travail il va coûter plus cher quand il est fait par 10 000 personnes, en fait. Donc, automatiquement, les réseaux blockchain coûtent plus cher pour ces raisons-là. Il y a un autre truc qu'on perd aussi dans les réseaux blockchain, c'est la confidentialité. Mais je ne vais pas rentrer de ce côté-là, parce que nous, ce n'est pas le truc qu'on essaie de résoudre avec ce qu'on fait. Nous, on veut vraiment avoir de la scalabilité. Et donc, le truc à prendre en compte, c'est que dans les réseaux legacy, on délègue la confiance. Dans les réseaux blockchain, on a de la confiance inclusive. Tout le monde peut vérifier l'état du système en permanence. Ça, c'est le constat de base. Maintenant, je vais vous parler vite fait de la brique de base que nous, on utilise, qui s'appelle les validity proof ou les ZK proof. Alors, on peut être un peu confus parfois parce que quand on parle de ZK proof, très vite, on se dit « Ah, c'est pour faire de la confidentialité, c'est des trucs de privacy ». Oui, mais pas que. C'est la première application qu'il y a eu avec les ZK proof, c'était de faire de la confidentialité. Mais de fait, aujourd'hui, les ZK proof sont largement plus utilisés pour faire du passage à l'échelle, pour faire de la preuve de validité. Okay. Donc, une validity proof, une preuve de validité, c'est un petit outil informatique que je veux que vous mettiez dans la même case qu'un hash, okay, ou une signature. C'est un truc que vous savez que vous pouvez utiliser dans votre application. Vous savez qu'il y a des bases mathématiques derrière ce truc-là, mais dans vos applications, vous n'avez pas forcément besoin de savoir comment ça fonctionne pour vous en servir. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce que ça permet de faire. Okay. Si vous voulez rentrer dans les maths, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé de savoir comment les maths fonctionnent pour vous en servir. Une validity proof, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une moulinette mathématique qui permet à Bilal d'exécuter un programme. Et quand il va exécuter ce programme, il va générer ce qu'on appelle une preuve d'exécution. Il va pouvoir m'envoyer l'output de son programme et la preuve d'exécution. Et moi, je vais pouvoir faire tourner dans une moulinette chez moi la preuve d'exécution et vérifier qu'il a bien fait tourner son programme correctement. Je n'ai pas besoin de faire tourner le même programme que lui, mais j'ai la garantie qu'il l'a fait tourner correctement. Okay. Et là où ça devient magique, c'est que vérifier sa preuve, c'est exponentiellement moins difficile que de faire tourner son programme. Autrement dit, lui, il peut exécuter son programme sur un énorme data center, et moi, je peux vérifier qu'il a tout fait correctement sans tricher sur mon téléphone. Okay. C'est ça une validity proof. Ça permet d'introduire une asymétrie entre le prover, la personne qui exécute, et le verifier, la personne qui vérifie que ça a fonctionné correctement, que ça a été exécuté correctement. Donc, comme je le disais, il y a une asymétrie exponentielle entre le prover et le verifier, c'est-à-dire que plus que vous exécutez est gros,
et plus le coût de vérification marginal diminue. OK ? Donc ça, c'est la brique de base. Vous pouvez un peu voir ça comme une analogie. Ce que zipper un fichier est à la taille de votre fichier, une validity proof, c'est ça à l'exécution d'un programme. Okay, ça vous permet de condenser l'exécution d'un programme et de prouver que vous l'avez exécuté correctement à un tierce partie. Bon, c'est cool. On a posé les bases. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement, nous, ce qu'on fait? Nous, on fait un réseau qui fonctionne par-dessus Ethereum. Oui, parce que ce que je n'ai pas mentionné, c'est que la petite moulinette mathématique dans laquelle je peux vérifier la preuve de Bilal, en fait, je peux l'écrire sous forme de smart contract. Je peux écrire un smart contract sur Ethereum qui vérifie que Bilal a fait quelque chose off-chain. Ce qui est super cool, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'utiliser un oracle pour dire « Ah, est-ce qu'il a fait ça ou pas ?» J'ai la garantie mathématique qu'il l'a fait. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un réseau qui s'appelle Starknet, qui est une blockchain un peu comme Ethereum. Il y a des blocs, il y a des transactions, il y a des smart contracts. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a un bloc qui est processé, à chaque fois qu'on agrège des transactions, le nœud qui va générer ces blocs-là, il va générer une preuve qu'il a processé ces blocs correctement. Il va générer une preuve que chaque transaction était valide, que chaque smart contract a été exécuté de façon correcte, et il va pouvoir générer une preuve de ça et l'envoyer à quelqu'un avec un ordinateur plus petit. Donc on est capable de processer un réseau sur un méga ordinateur, un supercalculateur, et d'envoyer la preuve sur un plus petit réseau comme Ethereum. Et Ethereum est capable de garder honnête un réseau avec un supercalculateur sans avoir besoin de faire confiance à des validateurs. Okay, ça, c'est ce qu'on fait avec Starknet. Et maintenant que j'ai posé ces bases-là, la question qu'on peut se poser, c'est OK, mais pourquoi est-ce que les gens parlent des zk rollups et qu'est-ce que ça permet de nouveau en fait? Est-ce que c'est juste une blockchain de plus ou est-ce qu'on peut faire des trucs différents? Et il y a 5 points en règle générale qui reviennent. C'est jamais une personne va rarement s'exciter pour les 5 différents, mais généralement ils sont à fond sur un de ceux-là. Donc je vais tous vous les présenter. Prenez ceux qui vous intéressent et puis creusez et puis explorez cette direction-là parce qu'il y a plein de trucs à faire. Alors le premier truc pour lequel les gens se motivent sur les zk rollups, c'est le fait que vous avez de la puissance de calcul pas chère. Il y en a qui ont déjà écrit des smart contracts ici sur une blockchain, sur une L1 ou sur Ethereum par exemple. Okay. Si vous avez fait ça, probablement vous vous êtes rendu compte que en fait, l'espace de programmation sur Ethereum est assez contraint. On ne peut pas faire des tas de trucs. En fait. Par exemple, si jamais je vous dis est-ce que vous pouvez faire tourner un réseau de neurones sur Ethereum, vous allez dire ouais, vite fait. C'est théoriquement possible, mais ça coûte méga cher. Là, en fait, avec ce genre de réseau, vous avez la possibilité d'exécuter beaucoup plus de puissance de calcul. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas le faire sur Ethereum, c'est parce que tout le monde doit le refaire et que ça coûte très cher, parce que tout le monde doit le refaire. Là, vous allez avoir la possibilité d'avoir un acteur spécialisé qui va exécuter cette puissance de calcul et qui va prouver à tous les autres qu'il l'a fait correctement. Donc vous allez avoir la capacité d'avoir dans votre smart contract juste beaucoup plus de puissance de calcul. Vous connaissez le même que Bitcoin, c'est une petite calculatrice de poche, Ethereum, c'est une TI 88. Les zk rollups vous permettent d'avoir Windows 98. C'est vraiment ça, en fait. Ça vous permet de scaler votre réseau avec la puissance des plus gros ordinateurs qui existent sur le marché. Donc dans vos smart contracts, ça vous donne beaucoup plus de complexité. Et ça, il y a plein de directions dans lesquelles on peut aller. Il y a plein de gens qui explorent ça au niveau pour le gaming, par exemple. Il y a plein de gens qui essaient de faire des jeux dans lesquels vous allez avoir de la logique on-chain vachement plus complexe que ce que vous allez pouvoir avoir sur un jeu Web3 classique. Un exemple que je donne souvent, c'est celui de Worms 2. Okay, il y en a qui ont déjà joué à Worms ici? Ah, c'est cool. Donc, si jamais je vous demande implémenter Worms sur la blockchain, c'est quoi ce que vous allez faire? Probablement, vous allez me dire peut-être que je peux faire des ERC20 pour compter les points, peut-être que je peux faire des NFT pour les personnages. Mais bon, les calculs de trajectoire et tout ça, je ne vais pas les mettre en chain, ça va me coûter trop cher. Là, en fait, avec un zk rollup, vous avez cette puissance de calcul à portée de main. Vous pouvez vous en servir. Vous pouvez donner une dimension nouvelle à votre gameplay parce que le calcul du bazooka, son impact sur la map, tous les shrapnels et tous les impacts de ces trucs-là, vous pouvez le mettre on-chain. Vous n'avez pas besoin de faire confiance à un opérateur. Ça vous donne une profondeur de jeu qui est juste incomparable à ce qu'on peut faire ailleurs. Et ça, c'est juste pour le gaming. En fait, la complexité dans vos smart contracts, ça vous permet de faire plein de trucs intéressants. Je parlais aujourd'hui à un type qui travaille sur faire du machine learning sur la blockchain. Vous savez, ce truc de machine learning sur la blockchain, souvent,
C'est un truc qui, pendant très longtemps, moi, m'a paru complètement irréaliste parce que ben, ça demande beaucoup, beaucoup de puissance de calcul et le faire sur un réseau distribué, c'est très compliqué. Et en fait, là, on commence à avoir un paradigme où vous allez pouvoir faire tourner des modèles de machine learning, prouver que vous les avez exécutés correctement sur une chaîne publique. Vous allez pouvoir utiliser des outputs de machine learning dans des smart contracts. Il y a plein de trucs dans lesquels on peut aller. On peut aussi parler du generative art, en fait, de faire de l'art génératif. On peut faire plein de trucs de façon prouvable grâce à de la puissance de calcul. Bref, il y a plein de directions dans lesquelles on peut aller, et ça, c'est un point. C'est le fait que vous avez plus de puissance de calcul. Le deuxième point pour lequel les gens se motivent, tu me dis sur le temps, hein. Le deuxième point sur lequel les gens se motivent sur Starknet, c'est un truc qui s'appelle Lookout Abstraction. Il y en a qui ont déjà entendu parler de Lookout Abstraction? Ah, cool. C'est un terme qu'on entend beaucoup ces temps-ci, c'est super à la mode, tout le monde en parle, c'est toujours un peu flou pour tout le monde, mais alors, pour être clair, le count abstraction, c'est pas un truc qui est inhérent aux ZK Rollup, c'est juste inhérent au fait que quand on construit, nous, Starknet, on construit sur les épaules de géants qui sont passés avant nous, et notamment Ethereum, on voit ce qu'ils ont fait, et on se dit, ah bah tiens, ce truc-là, on pourrait peut-être le faire un peu différemment. Le principe de le count abstraction, c'est qu'il n'y a pas de concept de count avec juste une clé privée sur Starknet. Tous les comptes sont des smart contract wallets. La sécurité de vos actifs est forcément assurée par un smart contract. C'est ce smart contract-là qui va décider comment vous vous authentifiez vis-à-vis de vos actifs. Vous pouvez le faire avec une clé privée, comme vous avez l'habitude de le faire, ou deux, ou trois, ou pas de clé privée, ou un mot de passe, ce que vous voulez, en fait. Vous décidez la logique qui implique l'accès à votre compte. Vous pouvez décider aussi de dire, par exemple, moi, il y a une clé qui permet de débloquer mon wallet. Par contre, si jamais je ne l'utilise pas pendant 3 mois, peut-être que c'est mauvais signe, hein. Et dans ce cas-là, c'est ma mère qui peut s'en servir pour débloquer mon compte. Vous pouvez mettre en place des trucs qu'on appelle du social recovery. Vous pouvez aussi, et c'est ça surtout où les gens commencent à réaliser qu'il y a un vrai gap, vous pouvez rendre l'UX de votre jeu similaire à ce que vous allez avoir sur du Web 2, en fait. Vous allez pouvoir utiliser votre wallet, envoyer des transactions de la même façon que vous interagissez avec votre banque en ligne. Il faudrait que je mette le lien dans cette présentation parce qu'en fait, c'est cool. Là, l'icône en bas, c'est un site qui s'appelle Cartridge. Cartridge, ils vous permettent de créer un wallet et d'envoyer des transactions et de signer avec Face ID. Et ça, c'est un truc majeur en termes d'UX parce que ça signifie que vous allez pouvoir utiliser la sécurité qu'il y a dans les téléphones de tout le monde pour faire des transactions sur la blockchain. Vous rendez ça juste vachement plus simple et plus accessible à tous les utilisateurs. Le fait que vos smart contracts que vos wallets ce soient des smart contracts, ça permet un autre truc. Ça permet aussi que vous n'êtes pas obligé de faire en sorte que vos utilisateurs payent pour le gaz directement. Vous pouvez payer le gaz pour eux si vous voulez et les laisser eux au contrôle de leurs actifs. Ça, s'il y en a d'entre vous qui ont déjà construit des produits sur le Web3, c'est un vecteur d'onboarding énorme, en fait. Ça vous permet d'acquérir des utilisateurs de façon vachement plus simple, parce que oui, vous allez payer le gaz pour eux, mais vous n'allez pas avoir toute la friction de genre, ah, va acheter des trucs chez Binance, puis ensuite remêler sur ton wallet et tout, c'est super chiant. Bah, ça, vous pouvez vous l'éviter. Ça, c'est le deuxième truc pour lequel les gens se chauffent sur les ZK Rollup et sur Starknet spécifiquement, le count abstraction. Le troisième truc, et on en a parlé un petit peu avant le meetup là, c'est le fait que le bridge qu'on utilise est ultra versatile et il est trustless. Le fait que quand il y a un bloc sur Starknet qui sort, on peut générer une preuve et que cette preuve elle est vérifiée sur Ethereum, ça implique que, à ma connaissance, c'est le seul contexte où vous avez deux blockchains qui parlent l'une avec l'autre en fait, et qui parlent nativement sans avoir un humain au milieu. Pensez-y de cette façon-là. Quand vous utilisez un bridge sur n'importe quelle chaîne qui est Proof of Authority ou Proof of Stake ou qui est autre chose, en fait, vous avez un set de validateurs sur la sidechain qui dit « ouais, ça, c'est ce qui s'est passé ». Et le smart contract sur la L1, qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier leur signature. Il va juste vérifier que ces validateurs se sont mis d'accord. Mais il n'a aucun moyen de savoir ce qui s'est passé sur la chaîne. Rien du tout. Il va juste faire confiance aux validateurs. Là, avec le paradigme que je vous ai présenté, la chaîne a la capacité mathématique de comprendre nativement quelque chose qui s'est passé sans un humain au milieu, sans avoir besoin à faire confiance à un humain. Ça vous donne la possibilité de construire un bridge dans lequel vous allez pouvoir passer sans faire confiance à un humain, plus que juste, on va envoyer des tokens. Vous allez pouvoir passer de la data et vous allez pouvoir construire des applications qui sont réellement cross-chain. Pas des applications qui sont juste un clone sur la L2 de ce que vous avez sur la L1. Vous allez avoir des applications qui sont une extension sur la L2 de ce que vous avez sur la L1. Autrement dit, vous n'avez pas besoin, par exemple, d'avoir de la liquidité sur deux chaînes. Vous pouvez garder votre liquidité sur L1
et donner accès à cette liquidité à vos utilisateurs sur la L2 avec une UX qui est juste vachement plus simple parce que c'est plus rapide, c'est moins cher et potentiellement vous n'avez même pas besoin de les faire chier avec du gaz. Okay. Donc ça, le fait d'avoir un bridge hyper versatile et trustless, c'est un truc qui excite aussi beaucoup de gens. On voit AV 2 minutes, ouais, qui excite AV et Maker et qui ont commencé à construire des trucs dessus. Le quatrième point pour lequel les gens se motivent sur les ZK Rollup, ce sont les storage proof. Et je ne vais pas expliquer ce que c'est, comme ça vous allez être frustrés, vous allez me poser des questions tout à l'heure et vous irez regarder ce que c'est. Mais c'est basiquement, moi j'aime bien dire, genre, c'est CRISPR-Cas9 pour les blockchains. Ça vous permet de prendre l'état de ce qui s'est passé sur une blockchain et de l'importer dans votre application de l'autre côté. Vous voyez, il y en a qui se souviennent de la Vampire Attack de SushiSwap sur Uniswap. Allez, quelques-uns, pas trop mal. Bah, vous pouvez faire ça cross-chain, trustlessly. Bref. Allez, je passe vite. Et le dernier truc pour les gens sur lequel les gens se chauffent, c'est ce qu'on appelle le fractal scaling. C'est le fait que vous allez pouvoir, cette idée de déléguer du code à l'extérieur et de le prouver on-chain, vous pouvez le faire de façon répétée. Et du coup, en fait, pour la première fois, vous pouvez réellement avoir des designs de blockchain qui vont réellement être distribués, pas juste répliqués. Vous n'allez pas avoir besoin de blockchain où tout est exécuté dans une seule structure de données que tout le monde reproduit. Vous allez avoir la possibilité d'opérer votre propre chain de façon trustless et d'aller la vérifier sur n'importe quelle autre chaîne de l'autre côté. Et ça, c'est un système, c'est un truc qui ouvre des perspectives de design de réseau qui sont hyper intéressants et qui permettent de scaler les blockchains. Aujourd'hui, c'est difficile de dire jusqu'à où, parce qu'en fait, en vrai, c'est difficile de mettre le doigt sur où est la limite exactement. C'est ça qui est super excitant sur le fractal scaling. Et j'ai fini ma présentation. Donc, merci pour votre attention. Si jamais vous voulez en savoir plus, bah, venez me parler, c'est cool, je suis content de discuter avec vous. J'ai mis 2 liens ici. Il y en a un, c'est pour les devs d'entre vous qui veulent regarder à quoi ça ressemble Cairo 1, qui est le langage qu'on utilise sur Starknet. Bah, il y a un tuto qui est cool, vous pouvez jeter un œil, faire votre premier smart contract, interagir avec. Et si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur ce qui se passe sur Starknet, on a une newsletter Starknet EDU dans laquelle on partage beaucoup de ressources pour les devs, des trucs concrets pour faire vos premiers pas sur Starknet. Voilà, je vous remercie. Bah, sans plus attendre, Julien, Carolina, Brian. Allez, c'est parfait. Parfait, on attaque pour la table ronde. On va continuer d'approfondir le sujet de la scalabilité, de la décentralisation et des L2. Et en fait, on va essayer de remonter d'un cran et de répondre à une problématique. C'est finalement comment on va passer à l'échelle sur le Web3 via des solutions. Qu'est-ce qui va permettre ça? Alors Henri a donné un premier élément de solution qu'on va creuser, mais le but, ça va être d'approfondir. Mais donc avant de commencer, on va laisser les deux intervenants qui ne sont pas présentés se présenter. Carolina, je te laisse commencer. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Carolina. Je suis une ancienne de Cryptosphère et de Blockchain Partner. Et actuellement, je suis ingénieure de recherche en sécurité chez Ledger, dans l'équipe sécurité produit. Et je fais pas mal de recherches sur les layers 2. C'est pourquoi je suis aujourd'hui pour challenger mes co-speakers. Bonsoir à tous. Brian Cessac de Screenshot Labs. Nous, on travaille sur de l'infrastructure sur Starknet, notamment pour des NFT. Et donc, nous, ça fait 2 ans qu'on a monté la boîte et qu'on a fait à la fois du côté créateur et à la fois du côté infrastructure. Et donc, on pourra en parler un peu plus de l'aspect utilitaire de ce que peut apporter la techno. Parfait, merci. Et du coup, Henri, vous le connaissez normalement. Et pour ma part, donc Julien Furlaneto, je suis associé et CTO chez Dors3. Dors3, c'est un cabinet de conseil Web3 et on accompagne les entreprises dans leurs projets. Alors, on va commencer, mais finalement en repartant sur un peu des éléments de contexte. Henri, tu l'évoquais dans la transition, il y a la question des L1 qui fait débat. Moi, j'aimerais bien t'entendre, Brian, sur ça. C'est finalement aujourd'hui, quand on veut builder des choses plutôt côté solution, quelles limites on voit, quelles limites on peut observer finalement sur les L1 et quel est aujourd'hui le constat que tu poserais sur ça? Nous concrètement, donc moi et mon équipe, on a travaillé pendant 2 ans sur Ethereum Layer 1. Donc on a vraiment tenté de construire des business sur L1. C'était vraiment le but à chaque fois. On s'est vite confronté à plusieurs problématiques, mais comme je pense qu'il y a pas mal de créateurs ici ce soir aussi, et donc notamment la team de Pirates Lab, mais dès lors on veut faire en sorte d'améliorer l'expérience utilisateur, aujourd'hui c'était très compliqué sur la partie Layer 1, et notamment ce que disait Henri tout à l'heure, pour nous, à titre
à titre d'entreprise où on veut créer de l'infra pour permettre à des gens demain de créer des use cases avec les NFT sur Starknet. La compte abstraction notamment, par exemple, c'est quelque chose d'incroyable pour nous, à la fois du côté paiement des fees, mais aussi à la fois du côté onboarding des utilisateurs, qui sont des choses qui sont très compliquées aujourd'hui sur le L1. Et puis après, il y a la partie, en effet, gas fees, où les coûts aujourd'hui qui sont à supporter par les entreprises qui montent des projets sur le L1 aujourd'hui sont peu pertinents pour faire des business qui vont scaler et qui vont fonctionner sur du long terme. Donc aujourd'hui, finalement, tout ça, finalement, pour moi, c'est quelque chose de logique, ce qui est en train de se passer avec la partie L2. Et donc, ça résout quasiment la totalité des problématiques qu'on a d'un point de vue, dans la perspective de vouloir faire des business qui scale et qui sont pertinents d'un point de vue utilisateur et d'un point de vue business, finalement. Ouais, d'accord. Donc, c'est une confirmation assez logique de ce qu'évoquait Henri. Et si on le recontextualise, moi, j'aime bien le voir avec le sujet du blockchain trilemma. Ça, on l'entend depuis des années quand on parle de blockchain. Donc, pour le rappeler, c'est le fameux triangle des compromis où on se dit qu'on a un critère de scalabilité, un critère de sécurité et un critère de décentralisation. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on a comme vision, c'est que c'est difficile de concilier les trois. On tend toujours sur un côté du triangle, ou deux côtés. C'est difficile d'avoir les trois. Et donc, ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'on structure un peu cet échange en parlant de ces trois critères-là. Donc, Henri, tu as pas mal parlé de la scalabilité. Je pense qu'on ne va pas la refaire. C'était assez clair sur ce que ça permet. Par contre, maintenant, j'aimerais qu'on passe sur un deuxième pan du triangle, qui est la sécurité. Et du coup, là-dessus, Carolina, moi, j'ai une question pour toi. C'est finalement, quels enjeux tu vois autour de la sécurité des L2 et après, si on développe, finalement, est-ce que sur ça, on est sur quelque chose de sécurisé, donc plutôt sur ce côté du triangle, ou s'il y a encore des choses à travailler? Alors déjà, pour aborder la question de la sécurité, je ne sais pas à quel point vous êtes tous familiers et à quel point vous êtes posé des questions dessus. J'aime bien différencier deux types d'approches. L'approche d'infrastructure, donc s'intéresser à la sécurité du réseau blockchain en tant que tel, en tant que couche protocolaire, en tant que réseau de nœuds et utilisant des clients logiciels. Et d'un autre côté, la sécurité du code, donc des smart contracts. Donc, sur ces deux approches, on commence souvent par s'intéresser à l'infrastructure, regarder typiquement à quel point sont résistants les clients qui sont utilisés par la blockchain ou par le layer 2. Donc dans le cas justement que ce soit de Starknet ou des ZK Rollup ou même des Optimistic Rollup qui sont un autre type de Rollup qu'on abordera peut-être plus tard, mais à chaque fois on s'intéresse à quel point ces systèmes qui sont nouveaux en fait sont résistants à des attaques. Et aussi, encore un autre point d'intérêt, c'est leur système de preuve, c'est-à-dire pour les ZK Rollup, typiquement, on s'intéresse à des preuves cryptographiques. Donc, est-ce que leur implémentation mathématique est sécurisée et est-ce qu'après l'implémentation informatique l'est aussi? C'est des grosses questions à se poser. Et enfin, plus généralement, l'architecture qui permet ensuite de lier le layer 2 vers le layer 1, que ce soit les bridges, les modules qui viennent s'ajouter. Donc, comme vous voyez, c'est assez complexe, il y a pas mal de surfaces d'attaque, mais je pense qu'on pourra creuser ça un petit peu après. Et justement, dans le côté mathématique avancé qu'évoquait Henri, en fait, sur ce côté-là, quand on regarde un peu, est-ce qu'on peut déjà y faire confiance? Est-ce qu'on est, selon toi, sur des choses déjà bien construites ou il y a encore finalement des améliorations à faire et encore un chemin à parcourir pour bien sécuriser? Donc là, lorsqu'on regarde typiquement les preuves cryptographiques, tu me corrigeras Henri, mais ce qu'il y a jusque-là, c'est qu'on a eu des audits qui ont été faits, des implémentations du prover, Starknet. On attend encore pas mal de rapports d'experts typiquement sur des méthodes formelles. Donc, les méthodes formelles, il s'agit de prouver mathématiquement qu'un algorithme cryptographique va bien s'exécuter. Donc ça, je pense qu'on attend un certain nombre encore de retours de chercheurs parce que je ne sais pas si tu es d'accord, mais en fait, il y a très peu de gens finalement qui comprennent vraiment la manière dont sont construites les preuves cryptographiques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous faites tout le travail d'acculturation. Mais pour comprendre vraiment mathématiquement, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je ne sais pas si ce serait possible pour le grand nombre, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Ça, c'est pour la partie Zero Knowledge Rollup ou Validity Rollup. Et pour la partie Optimistic Rollup,
Globalement, il y a aussi encore beaucoup de choses à faire sur les clients, sur l'architecture. Bon, je reviendrai peut-être dessus. Ouais, ça marche très bien. Enfin, en tout cas, on a des acteurs qui buildent sur ces solutions, donc ils ont dû quand même regarder et y faire confiance pour le moment, en espérant que ça ne se transforme pas en bombe à retardement, hein, notamment pour des SORAR. Moi, ce que je dirais quand même juste, c'est que sur la partie mathématique, je pense que tu as entièrement raison sur la partie implémentation. Sur la partie mathématique, effectivement, le nombre de gens qui peuvent comprendre l'épreuve Stark est relativement réduit. On est d'accord là-dessus. Mais je dirais malgré tout que c'est des protocoles qui sont avant tout des papiers mathématiques. C'est pas juste. Enfin, c'est des trucs qui ont. C'est pas des trucs où c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. C'est des trucs où en fait c'est mathématiquement vrai ou pas. Enfin, et après c'est sûr qu'il y a un papier, il peut être attaqué et c'est l'épreuve de temps qui lui donnera tort ou raison. Mais c'est important de dissocier que c'est un consensus scientifique qu'il y a dessus, plus qu'un consensus social ou quoi. En fait, il y a pas. Il y a une brique fondamentale de base qui est au même titre que peut-être au début d'autres outils cryptographiques étaient moins. Enfin, l'épreuve du temps pour les outils cryptographiques leur donne de la sécurité, mais c'est différent de. Je sais pas. Pour moi, c'est différent comme matière et comme degré de sûreté que quelque chose qui est économique, par exemple. Et justement, Henri, sur ça, une dernière question sur le sujet sécurité. Finalement, vis-à-vis de Starkware et Starknet, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être jugé parti? Finalement, comment Starknet fournit la technologie, les éléments, mais peut, d'un autre côté, finalement garantir une décentralisation ou une liberté d'usage sans être impliqué? Donc là, on arrive sur le côté décentralisation. C'est une vraie bonne question. Et puis c'est pareil, en fait, je pense que le côté décentralisation, tout le monde a une idée ou différentes idées de ce que ça veut dire. Mais en fait, la décentralisation, il y a plein d'aspects différents. Est-ce qu'un réseau sur lequel il y a 10 000 nœuds, mais ce nœud-là, il y en a un seul type et il est écrit par une seule entreprise avec 3 gars, est-ce que c'est très décentralisé? Je ne sais pas. À l'inverse, un truc. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que la décentralisation, ça regroupe plein de côtés. Nous, il faut voir que on a construit Starknet et les produits sur lesquels on s'est basé en partant de cette approche. On fait en sorte que ça marche, on fait en sorte que ça marche bien et vite, et ensuite on va faire en sorte que ce soit décentralisé. Donc c'est un truc qu'on fait progressivement et on met petit à petit en place les trucs nécessaires pour faire en sorte que le réseau soit décentralisé. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que c'est pas forcément ce qu'on avait prévu. Donc là, aujourd'hui, le réseau, il est opéré par nous. C'est-à-dire, il y a un séquenceur, c'est nous qui le faisons tourner. Il y a des plans dans le futur de faire en sorte qu'il n'y ait pas si loin, de faire en sorte qu'il y ait plusieurs entités qui puissent se distribuer le rôle du séquenceur et que ce soit un réseau qui ne soit pas complètement décentralisé, enfin, qui soit décentralisé. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au départ, on s'était dit, on va décentraliser le réseau en faisant en sorte qu'il y ait plein de nœuds, qu'il y ait plein de validateurs. Et en fait, ça prend un peu plus de temps que ce qu'on pensait. Par contre, le côté social, le fait de se dire qu'il y aura plusieurs entités qui peuvent représenter Starknet autour du monde, le fait qu'il y a plusieurs équipes qui bossent sur le cœur du logiciel, c'est un truc qu'on est déjà en train de faire. Et c'est assez marrant parce que c'est pas un truc qu'on a forcément planifié à faire, mais on a des entreprises qui viennent nous voir, ils disent c'est cool ce que vous faites, est-ce qu'on peut vous aider? Là, la prochaine version qui va sortir majeure de Starknet, qui va sortir d'ici l'été, qui va scaler massivement le réseau, une énorme partie de ce qui est dedans a été écrit par une équipe qui n'est pas Starkware, en fait. Est-ce que ça compte comme de la décentralisation? C'est une bonne question. Ce n'est pas les critères qu'on utilise habituellement, mais moi, j'argumenterais pour le fait que oui, ça donne du pouvoir dans le réseau, et ça donne du pouvoir de décision et de code à d'autres personnes dans le réseau. Ouais, très clair. Merci pour ces précisions. Alors, on va maintenant élargir un petit peu le sujet. J'aimerais qu'on parle en fait d'autres solutions, d'autres technologies finalement pour utiliser des L2, des couches de second niveau. Et en fait, au moins une on en a quand même entendu parler récemment, c'est les optimistic roll-up. Il y a eu l'airdrop Arbitrum récemment. Vous en avez peut-être entendu parler avec ça. Donc sur ça en fait, et si on met un peu à côté les IK Rollup et les Optimistic Rollup. Carolina, est-ce que, allez, disons en 5 minutes, tu pourrais nous expliquer un peu les différences fondamentales entre les deux, et puis après on développe? Oui, on va essayer. Optimistic, donc ZK Rollup, vous avez eu un petit aperçu avec Henri.
Optimistic Rollup, donc le mot est bien choisi. Lorsqu'on utilise un Optimistic Rollup, on se veut d'être optimiste, c'est-à-dire lorsqu'une transaction est passée sur le réseau, on considère qu'elle est valide, donc elle n'est pas malicieuse. Donc on va la mettre en fait pendant 7 jours dans un contrat, qui va la garder pendant 7 jours. Et les autres validateurs de la couche 2 vont avoir la possibilité de challenger le validateur qui a écrit cette transaction dans ce registre pour essayer potentiellement de voir si elle est malicieuse. En faisant ça, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre de l'argent sur la table et ils vont lancer un protocole de dissection de la transaction. Et globalement, s'ils vont arriver à trouver ce qu'on appelle la fraude proof, donc ce qui a mené à la transaction malicieuse, eh bien, la transaction va être revertée et globalement, cette transaction ne va pas être inscrite dans le batch qui sera ensuite envoyé sur la couche 1. Donc, on a ce créneau de 7 jours pendant lequel notre transaction en fait n'est pas considérée comme achevée. Et donc, en plus de ça, ce mécanisme de protocole de dissection de la transaction qui est assez complexe et surtout qui a été très peu finalement sollicité depuis la création des Optimistic Rollup. Ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, beaucoup de choses encore à tester, à remettre en cause sur cette architecture. Mais globalement, elle a le mérite, à la différence des ZK Rollup, d'avoir des preuves qui n'ont rien de cryptographique. Mais il y a une contrepartie qui est celle que je viens de vous expliquer en termes d'architecture, qui est beaucoup plus complexe et qui d'ailleurs là est en train d'être testée, en tout cas dans mon équipe, un certain nombre de choses pour voir s'il y a des choses qui ne sont pas cassables. Donc voilà, un petit aperçu. Et donc, un délai de 7 jours quand même que tu mentionnais. Et en termes de fonctionnement, tu me dis si je dis une bêtise, l'analogie, elle me fait penser un peu au système de paiement qu'on peut voir, Visa ou Mastercard, avec une carte bancaire qui va autoriser les paiements quand même assez facilement et la capacité à revenir en arrière, d'aller reponctionner sur des cartes s'il y a quelque chose de frauduleux. On retrouve un peu quand même cette logique avec des différences techniques. Oui, Henri, vas-y. Moi, j'irais plus loin. Je pense que les Optimistic Rollup, ce sont des banques, en fait. Ça fonctionne sur le même principe que comment ça fonctionne une banque, en fait. Quand vous regardez une banque, concrètement, vous faites un transfert sur vos comptes, il y a qui contrôle ce que fait la banque? Il y a la banque. Vous faites confiance de façon optimistique au fait que la banque va processer votre paiement correctement et va tenir vos comptes correctement. Une fois par an, ou une fois tous les 2 ans, ou une fois X de temps en temps, le régulateur vient et puis il regarde le livre des comptes et il vérifie qu'il n'y a pas eu d'embrouille. Okay. Les Optimistic Rollup, ça fonctionne exactement de la même façon, mais avec une résolution temporelle plus réduite. C'est-à-dire que plutôt que ce soit une fois tous les ans ou tous les 2 ans, les livres de compte sont publiés en permanence, et puis si quelqu'un le lit et qu'il y a une embrouille, il peut dire « Ah, là, il y a une embrouille ». Et là, c'est pour ça que... Et à ce moment-là, le transfert peut être arrêté, et vous avez de la certitude que vous n'allez pas vous faire arnaquer. Donc pour moi, ça fonctionne comme les banques, mais avec une résolution temporelle différente. C'est juste 7 jours au lieu d'être 1 an. Et c'est un consensus qui est entièrement économique et social. Ce qui marche très bien. Les banques, ça marche très bien. Hein. Faut pas se leurrer non plus. Il y a des trucs qui marchent bien. Après, je pense qu'il y a des... Enfin, voilà. Je voulais juste ajouter ça. Bon, moi, je suis neutre, mais globalement, je suis là pour challenger. Alors oui, c'est comme une banque, mais globalement, actuellement, on a la possibilité d'être whitelisté en tant que validateur sur le testnet ou sur le mainnet. Donc oui, c'est une banque collaborative. Si moi j'ai un validateur sur le layer 2, si je mets de l'argent sur la table, je peux faire partie du réseau. Il faut que j'ai été whitelisté actuellement. Donc oui, effectivement. Après, j'ajouterais aussi une fonctionnalité que je pense que vous n'avez pas, qui me semblait intéressante lors de l'analyse, c'est la possibilité que le séquenceur a donc sa boîte aux lettres, son inbox principale, mais il a également une delayed inbox, donc une boîte aux lettres de retard, qui garantit que les transactions soient traitées dans un délai de 24 heures. Ouais, je trouvais ça intéressant, cher arbitre. Mais justement, vous commencez à adresser un peu les quelques différences fondamentales qu'il y a entre les deux. Au vu de ce qu'on voit et du paysage, on n'a pas forcément l'impression que ce soit noir ou blanc, que ce soit l'un ou l'autre. Il y a sûrement de la place pour les deux aussi, en fonction de différents cas d'usage. Et justement, là-dessus, Brian, j'aimerais bien t'entendre sur finalement comment ces différences elles pourraient influencer le choix
d'une entreprise ou d'un acteur qui veut builder. Et finalement, c'est quoi un peu la grille de lecture pour faire un choix, en tout cas, entre ces deux solutions, même potentiellement d'autres en ouverture? Je pense qu'il y a beaucoup de critères qui peuvent rentrer en jeu dans le choix qu'on peut faire en termes d'infrastructure. Déjà, je pense qu'il y a des choix de conviction et philosophiques sur déjà le layer 1. Pour nous, nous qu'on a pris assez tôt, moi avec mon équipe, et je pense que beaucoup de gens ici aussi ont peut-être pris en allant sur Ethereum. Ça, après, nous, il y a une conviction nous qui est plutôt là sur un aspect plutôt long terme. Et après, en ce qui concerne ensuite la mise en œuvre et de l'endroit où on pense qu'on pourra apporter le plus de valeur à une audience large demain, notamment à créer des applications mass market, à avoir vraiment des infra qui soient pertinentes en termes de coûts, en termes de performance, en termes de sécurité, en termes de décentralisation. Nous, on a fait notre choix aussi du coup sur Starknet, mais je pense qu'en effet, il y a ce combat-là entre Optimistic Rollup et ZK Rollup, qui sont les deux solutions qui sont portées aujourd'hui sur le L1. Je pense qu'il y a des convictions un peu différentes sur quelles sont les solutions les plus pertinentes. On voit même après, nous, à notre niveau, on voit aussi qu'il y a des technologies qui nous permettront peut-être de faire le bridge entre ces différents layers 2. Nous, on a fait notre choix, je pense que parce qu'il y a une notion de conviction d'un point de vue infrastructure et technologique. Nous, par exemple, on est convaincu que l'équipe de Starkware est la plus compétente pour nous pour atteindre cet objectif sur la partie ZK Rollup. Donc c'est un choix technique avant tout aussi. Mais après, philosophique aussi, on trouve que d'un point de vue... Moi, je trouve qu'il y a un élément qui est super important quand on parle de construire dans la partie open economy, c'est l'aspect mindshare et l'aspect des gens qui construisent autour de nous, donc des builders, mais des développeurs, des boîtes. Et nous, chez Starknet, on a trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez unique dans la manière dont les choses se construisent. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués très vite. Les gens, ils mettent beaucoup d'efforts très rapidement. Alors c'est assez étonnant d'ailleurs parce que la communauté est d'ailleurs très française et très parisienne. Il y a l'écosystème de Starknet est très centralisé à Paris, alors malgré que ce soit une boîte initialement qui soit issue d'Israël. Mais voilà, moi je pense qu'il y a des notions à la fois, je pense, techniques, philosophiques. Et puis nous, à la fin des fins, nous ce qu'on souhaite, c'est avant tout créer des applications qui permettront demain de créer une open economy avec des coûts d'infrastructure les plus faibles possibles, avec des user experience les plus aboutis. Et je pense que chacune sont des solutions plausibles, mais voilà. Je pense, c'est difficile de donner une bonne réponse. On verra, le temps le dira. Je pense que même il y a des gens qui pensent je pense que c'est fair de se dire que demain les market shares vont se répartir de manière assez variée au fur et à mesure du temps que le temps passe et que l'acquisition des blockchains, des layers de se font. Donc c'est assez difficile à dire aujourd'hui. Mais nous, on a fait notre choix par conviction technique et philosophique aussi, je pense. D'accord, c'est très clair. Et je reviens sur un élément que tu as évoqué au début de ta réponse. C'est finalement sur le L1, la blockchain d'infrastructure. Et c'est vrai qu'à t'entendre, on voit que ça build beaucoup actuellement sur les L2, alors que ce soit des ZK Rollup ou des Optimistic Rollup. Et c'est vrai que ça confirme la position d'Ethereum comme un L1 d'infrastructure. Donc c'est aussi à surveiller finalement, parce que derrière ça amène ça. Et dans l'autre partie que tu évoquais, effectivement, tu dis il y a des compétences, de l'énergie, de la ressource, et finalement à la fin ça joue aussi au-delà des éléments techniques. Henri, sur ça, du coup, tu as la vision côté Starkware, bien évidemment, sans doute, sur les ZK Rollup, mais finalement, est-ce que chez Starkware, vous vous posez aussi la question à un moment de faire évoluer, d'être aussi en veille finalement sur les technologies pour être capable potentiellement aussi de faire évoluer ce choix-là? Tu veux dire d'aller ailleurs que sur Ethereum? Alors, si tu veux, mais également sur les ZK Rollup comme elles sont construites aujourd'hui, par rapport à cette possibilité-là, en fait, de ne pas forcément être non plus que lié à ça, d'être aussi en veille finalement sur est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de le faire à terme. Tu veux dire une évolution notre propre L1 du coup? Ouais. C'est pas le plan, et c'est pas du tout un truc qu'on est en train de regarder aujourd'hui. Et en fait, l'avantage d'être un ZK Rollup, je veux dire, c'est pas tellement que on a envie d'être une L2 plutôt qu'une L1. C'est juste vachement plus pratique en fait. Tu vois, le fait d'être
une L2 au-dessus d'une L1 plutôt que d'être notre propre L1, ça fait qu'on n'a pas du tout à penser à l'aspect sécurité du consensus, en fait. Tu vois, le fait d'avoir les preuves qui sont vérifiées sur Ethereum et que ce qui est ancré sur Ethereum, tu ne peux pas revenir en arrière, ça nous évite d'avoir à nous prendre la tête avec un protocole, proof of stake, pour s'assurer qu'il n'y a pas de reorg, qu'il n'y a pas de machin. En fait, juste, c'est un avantage. Ça nous permet de leverage des effets de réseau qui sont existants ailleurs. Pourquoi Ethereum ? C'est assez simple pour le coup. Tu prends la liste des réseaux les plus utilisés et les plus sécurisés. Le premier, tu peux l'utiliser pour faire ça ? Non. Le deuxième, tu peux ? Oui. Bon, bah voilà. Tu vois. Et puis au-delà de ça, il y a un vrai alignement de valeurs avec Ethereum. Il y a tu vois, Brian parlait du foisonnement de la communauté Starknet qui est effectivement super cool. Mais une grosse partie de ce qu'on arrive à faire, c'est aussi grâce au fait qu'on a appris des leçons, on a vu comment ça s'est passé dans des communautés qui ont eu du succès comme Ethereum, et que Ethereum, aujourd'hui, c'est la communauté la plus active, avec le plus de mindshare, avec le plus de liquidité. Donc, en fait, le fait de se baser là-dessus, ça nous évite de ne pas réinventer tout un tas de trucs que tu dois réinventer quand tu es un autre réseau de Layer 1. Donc, pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas photo, c'est 100% Ethereum. Parfait, on se dirige donc vers des éléments de conclusion parce qu'en fait, dans ce que tu dis, si je reviens sur le triangle du début, finalement, on a le côté scalabilité, ça on ne va pas revenir dessus, il y a une vraie solution pour l'apporter. Sur le côté sécurité, on a une complexité immense et on ose deviner que c'est bien conçu, il y a plein de personnes qui vont continuer à le vérifier et d'énergie pour vérifier que ce soit bien sécurisé. Et finalement, sur l'aspect décentralisation, le fameux débat qu'il y avait année 2015-2016 entre est-ce qu'il fallait faire une blockchain privée ou utiliser une blockchain publique pour avoir de la scalabilité au détriment de la décentralisation. En fait, avec un roll-up, j'ai l'impression on a la capacité à faire quelque chose d'un peu privé, en tout cas d'un peu dans un écosystème pour avoir de la scalabilité, tout en étant décentralisé, finalement en s'ancrant sur une blockchain publique qui est dominante. Donc en fait, là, on a une réponse sur ce triangle, et je rajouterai l'élément que tu donnais, Brian, sur finalement où est l'énergie et où sont les compétences. Donc sur ça, je vais vous redonner la main à chacun d'entre vous, finalement pour conclure et pour répondre à la problématique. Finalement, aujourd'hui, comment vous le voyez, si on se projette à quelques années, dans 2, 3, 5 ans, comment vous voyez le passage à l'échelle réussir pour le Web3, pour demain accueillir 100, 1000 fois plus de personnes dans le Web3 et sur les applications. On va le faire dans ce sens-là. Je te laisse reprendre, Brian. En fait, moi, c'est marrant parce que j'étais à une autre conférence le jour et je pense que, en fait, moi, je divise un peu en deux catégories. Pour moi, il y aura des blockchains centralisées qui vont être utilisées et qui vont bien marcher dans des cas précis. Et je pense que nous, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est on essaie de donner une alternative à une économie qui est existante aujourd'hui, donc ce qu'on appelle l'open economy pour moi. Et donc, cette open economy, pour moi, de manière évidente aujourd'hui, elle s'est positionnée sur Ethereum. Donc ça, pour moi, en fait, nous, notre équipe, on est convaincus de ça, on construit dans ce sens-là et on fait tout comme si c'était la seule solution. Donc si tu dis à 5 ans, tu vois, je pense que nous, on n'aura pas bougé de là où on est à ce niveau-là. Et après, te dire, donc, si tu disais, qu'est-ce qui ferait que le passage à l'échelle a marché ? Oui, c'est ça. Comment tu le vois comme les ingrédients qui vont permettre de passer à l'échelle aussi demain ? Si, on en a quasiment tous ici, je pense, la conviction, le Web3, ça devient la nouvelle norme. C'est pareil. Moi, je pense que, d'une certaine manière, je pense que il y aura deux économies. Il y aura une économie centralisée, une économie ouverte. Je pense elles vivront en parallèle. Et donc, c'est difficile après de savoir parce que si l'économie ouverte réussit extrêmement bien, c'est que l'économie centralisée aura vraiment très mal géré la situation économiques qui sont actuelles. Ce que je pense n'est pas à souhaiter non plus de manière trop forte. Mais moi, je pense qu'à la fin, ce qui fera qu'on va passer l'échelle, là, aujourd'hui, là, il y a un moment crucial en ce moment qui se passe sur les 2 prochaines années avec le passage à l'échelle sur les Layer 2, la diminution des coûts d'infrastructure, parce qu'en fait, nous, pour moi, typiquement, 2021-2022, c'était un peu un accident, entre guillemets, parce qu'il y avait tellement de liquidités sur les marchés qu'on a un peu oublié des rationnels économiques. Enfin, je pense qu'on peut poser la question à des gens qui sont ici, mais quand on se remémore aujourd'hui, en 2023, le nombre de gaz fils qu'on a payé à titre individuel pour
faire des transactions, je pense que c'est des choses qui sont aberrantes et qui sont illogiques. Je pose la question, j'en profite. Qui a payé plus de $50 de gas fees pour minter un NFT? Oula, bon pronostic, c'est ça. Ouais, moi, si je fais la moyenne de mes potes autour de moi, je pense qu'on arrive à des sommes un peu aberrantes en moyenne. Mais donc, en gros, je pense qu'à la fin des fins, c'est diminution des coûts de l'infrastructure, augmentation des outils pour permettre de créer des cas d'usage concrets, pertinents. Et ça va tout changer parce que même l'appréhension de la manière de créer un business dans 1 an ou 2 ans, bah, je pense qu'elle sera plus la même du tout. Et donc, on va se retrouver en plus avec des applications de type fractal scaling, compte abstraction qui vont démultiplier la force de l'usage de la technologie. Donc, je pense que ouais. Ouais, et l'accessibilité sur la compte abstraction, effectivement. Ah oui, ce sera. Moi, je pense que ça va devenir la norme, mais on y est presque déjà. Google a sorti, je crois, aujourd'hui d'ailleurs. J'ai vu que Google a sorti récemment là, le fait de sign in avec son empreinte digitale ou avec son Face ID. Donc, ça va dans ce sens, quoi. Carolina, sur ta vision aussi du passage à l'échelle, qu'est-ce qui le rendrait possible et qu'est-ce qui éviterait peut-être aussi des retours arrière et des problèmes? Oui, alors je suis également d'avis que, il y aura plutôt 1 ou 2 blockchains qui perdureront entre guillemets, et avec la vision des roll-up que je trouve assez intéressante. Et du coup, je vais répondre d'un point de vue sécurité. Globalement, là, ce qu'on constate, c'est la création d'un certain nombre de chaînes L2 avec leurs clients. Je vous en parlais. Les clients, c'est les softwares sur lesquels vous faites tourner vos nœuds et qui vous permettent de vous connecter au reste du réseau. Là, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, on a plein de types de clients différents, codés dans plein de langages différents. Donc, c'est bien qu'il y ait de la diversité. C'est d'ailleurs ce qui fait un peu la différence entre Ethereum et Bitcoin. Bitcoin, on a Bitcoin Core qui est majoritairement utilisé et on pense que voilà, il y a un client solide et ça suffit. Alors que là, dans la communauté Ethereum, on a envie d'avoir une diversité de clients. Ce que ça implique pour les L2 actuellement, c'est que typiquement les optimistic rollup dont je vous parlais, Arbitrum, Optimism, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un des clients les plus utilisés sur Ethereum, c'est Get, pour Go Ethereum, développé par la fondation Ethereum. Ils l'ont pris, ils l'ont forqué et ils l'ont modifié. Ils ont ajouté en gros des commandes bas niveau où ils en ont enlevé certaines. Et ça, du coup, c'est des modifications qui aujourd'hui, on ne sait pas quel impact vont avoir sur les clients. D'autres projets comme Starknet ont choisi de développer eux-mêmes leur propre VM. Là, pareil, on a encore beaucoup d'études à faire sur le comportement que ça aura. Ce que j'imagine, c'est qu'à un moment, il y aura de la convergence, ce qu'on commence un petit peu à constater vers des projets qui vont prendre le lead. À la base, Arbitrum est un fork d'Optimism, mais là, Optimism est en train de faire un peu comme ce que faisait Arbitrum. Du coup, ils ont mis une licence. Enfin bref, une longue histoire. Mais donc, il y aura un petit peu de convergence par domaine. Et après, selon les cas d'utilisation et les convictions des applicatifs qui se buildent dessus, on va avoir des chaînes qui vont tirer leur épingle du jeu. Voilà, c'est déjà beaucoup. Mais ouais, très clair. Et du coup, Henri, je te laisse conclure sur ta vision du passage à l'échelle et des facteurs clés de succès. Ouais, merci. Du coup, moi, je pense que on commence à voir qu'il y a de l'infrastructure qui mature. L'écosystème oscille toujours entre on développe beaucoup d'infrastructures, puis on fait beaucoup d'applications, et puis il n'y a pas assez d'infrastructures, et puis on retourne sur l'infrastructure. Et là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que sur les 10 dernières années, particulièrement sur les 5 dernières, et particulièrement sur les 2 dernières, il y a eu des vraies avancées en termes cryptographiques, en termes de théorie des jeux, sur ce qu'on peut faire avec des blockchains. Et on commence à avoir les bases qui permettent de faire plus de transactions que ce qu'on faisait avant. Combien, ça reste à définir. Est-ce que c'est 10 fois plus? Est-ce que c'est 100 fois plus? La réalité, c'est qu'il nous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour arriver à avoir un truc qui est aussi omniprésent que Internet ou que le monde bancaire actuel. Donc je pense que ça va prendre un peu de temps d'avoir un truc qui est vraiment massif. Moi, je pense que le scaler le Web3, on en reparle encore dans 10 ans et probablement dans 10 ans après ça. C'est pas un truc qui va se faire en 5 ans. Je pense. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs intéressants à faire dans les 5 ans à venir. C'est juste que je pense que soyons ambitieux. On veut faire un truc gros, ça ne se fait pas en 5 ans, ça se fait sur plus long terme. Et du coup, moi, à partir de là, je dirais qu'il y a le côté technique, mais ce qui est vraiment important, en fait, c'est le côté utilisateur. Si on a des super plateformes techniques qui marchent très bien, mais qu'il n'y a personne qui s'en sert,
connaissez le dicton, hein, s'il y a un arbre qui tombe dans la forêt, il n'y a personne qui l'entend. Est-ce qu'il a fait du bruit? S'il y a une blockchain qui marche super bien et personne s'en sert, est-ce que c'est une super blockchain? Je sais pas. Donc pour moi, le passage à l'échelle, il va se faire avec des protocoles et des outils. Et j'ai bon espoir que les outils que nous on développe, en tout cas, c'est ce qu'on met dedans, c'est toute l'énergie qu'on met dedans. Si on veut que ce soit des trucs qui soient utiles et qui servent aux builders, c'est pour ça qu'on parle le plus possible avec les gens et qu'on essaie de faire des trucs et qu'on les supporte et qu'on est en contact proche avec eux pour le faire. Mais les blockchains scaleront avec des gens qui vont construire des business, qui vont faire des produits cool, qui vont avoir des utilisateurs, qui vont avoir une UX super sympa. On ne va pas convertir d'un coup plein de gens à savoir utiliser de la blockchain. On va faire de la blockchain de façon safe, de façon avec des vraies valeurs derrière, pas en prenant leurs clés et en faisant les trucs pour eux, en disant ouais c'est du Web3, en mettant un vernis dessus, en faisant des vrais trucs sécurisés qui leur servent et pour lesquels ils ont de la valeur. Pour moi, c'est la seule façon dont on va réussir à scaler. Et je pense que dans les années qui vont venir, on va voir des gens tester des trucs et à un moment, il y a des gens qui vont trouver un truc qui va vachement bien marcher et puis d'un coup, il y aura une énorme narrative autour de ce truc-là, puis un autre. Et c'est ça que je regarde. Je pense que le vrai scaling, il va venir de la part des gens qui construisent des trucs qui sont utilisés. Et d'ailleurs, je terminerai ce truc avec ça, qui est que ça, c'est mon avis. Je ne suis pas plus compétent que vous tous qui êtes là pour dire ce que ce sera le Web3 dans 10 ans. Et la meilleure manière de vous faire vos propres avis, c'est de venir bosser dans l'industrie. Impliquez-vous, créez du code, créez des entreprises, parlez avec des gens. Et juste, si c'est un truc qui vous intéresse, allez-y, il y a plein de trucs à construire, investissez-vous, ça vaut le coup et venez écrire l'histoire de ce truc-là. Vous aurez plein de trucs à raconter dans 10 ans, ce sera trop bien. C'est un peu le mot de la fin que j'allais donner. En fait, on s'aperçoit dans ce que tu dis, dans ce que vous avez dit, qu'il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de choses à construire. Merci à tous les trois. Je pense que vous incarnez bien les gens qui construisent aujourd'hui et qui, dans quelques années, peut-être un peu plus tôt que dans 10 ans, Henri, on verra des résultats concrets. Merci à tous. Vous m'avez réveillé là. Deux petites questions rapides. La première que j'avais, il me semble qu'il y avait eu un announcement entre Polygon et Starkware. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Non, je vois pas à quoi tu fais référence. Ok. Bon, alors j'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Parce que j'avais pas compris. Et en fait, là j'ai plus une question de curiosité technique, tu vois. Ça fait longtemps que, en fait, quand la technologie des optimistic rollup a émergé, j'ai un petit peu regardé. Et depuis, j'avoue, j'ai pas trop regardé, techniquement parlant, je veux dire. Et en fait, ce qui m'avait surpris, c'est que j'avais compris qu'il y avait cette espèce de SaaS au milieu qui crée une latence pour faire valider cette transaction. Et en fait, la première chose que je me suis dit, mais attends, mais ça, c'est le truc qui va faire bugger ton indexeur de partout, parce qu'en fait, tu peux avoir des réorganisations à plus 7 jours, enfin, c'est n'importe quoi. Du coup, il y a peut-être un truc que j'ai pas saisi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Caro, vas-y. Alors, moi, de ce que j'en comprends pour les optimistic rollup, ouais, t'as pas tort, tu peux avoir... En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est difficile avec les optimistic rollup, c'est que c'est basé sur de la théorie des jeux, ce qui est beaucoup plus difficile à analyser que des mathématiques. C'est pour ça que c'est difficile de dire vraiment oui ou non. Ce que tu dis, c'est bon, si jamais... en fait, ce qui se passe dans un optimistic rollup, c'est que le séquenceur prend toutes les transactions et il les poste sur Ethereum comme de la call data. Okay, donc, il envoie les transactions sur Ethereum, elles passent par Ethereum, mais elles ne sont pas exécutées par Ethereum. Et effectivement, si à un moment, il y a une transaction foireuse, n'importe qui peut lever le doigt en disant « Là, il y a une erreur ». Et il y a 7 jours pour que quelqu'un fasse ça. La théorie derrière les optimistic rollup, c'est que, une des théories en tout cas, c'est que s'il y a suffisamment de validateurs, ce truc-là, il ne va pas attendre 7 jours avant de le flaguer en fait. Il va dire tout de suite, ah là, il y a un problème, et là, le protocole, il sera halté. Donc oui, ça va être chiant pour ton indexeur, mais je vais te dire un autre truc. Il y a plein d'autres problèmes avec ça qui font que ça va être plus gênant, enfin que ça va être gênant au niveau même de l'architecture de ton réseau. Quand tu passes ta transaction comme ça sur Ethereum, le coût de ta transaction sur le coût L1 de ta transaction sur la L2, c'est la taille de ta transaction. Okay, autrement dit, tu as intérêt à optimiser pour avoir de la call data sur la L2 qui soit le plus petit possible et un maximum de storage sur la L2 parce que le storage de la L2 n'est pas possible. Et du coup, en fait, ça fait que tu as intérêt à optimiser pour une application qui est super gourmande pour le séquenceur de la L2. Et du coup, ton séquenceur de la L2, il va très vite avoir un state qui va devenir énorme et
et un coût d'exécution qui va devenir super gros. Mais oui, au-delà de ça, tu as raison. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu pointes du doigt le fait que ce sont des infrastructures nouvelles qui posent des grosses questions. Et tu as 100% raison. Et on a le même genre de problème avec les Ikero Lapin. Et je vais compléter, du coup, là, effectivement, le challenge auquel ils font face, c'est de sauvegarder, en gros, l'état de la chaîne lorsque la transaction a été passée. Parce que globalement, si quelqu'un décide de remettre en question ta transaction que tu as fait il y a 6 jours, bah, il faut qu'on soit capable de la réexécuter dans le contexte qu'il y avait il y a 6 jours. Et donc, en fait, c'est globalement le gros challenge. Ce que j'appelle la réorganisation. Exactement, je le traduis effectivement avec d'autres mots. Et globalement, là, en 2022, que ce soit Arbitrum ou Optimism, ils ont fait des grosses mises à jour. Du côté d'Arbitrum, c'était Nitro. C'est une nouvelle technologie avec justement leur challenge qui est passé d'un one-step proof à un multi-step proof. Mais globalement, et pareil pour Optimism, qui sont en train de le faire en ce moment, c'est la mise à jour Bedrock, qui, je crois, elle est active sur leur testnet, mais pas encore sur le mainnet. Enfin, c'est juste pour dire que c'est effectivement le gros point noir pour eux, c'est comment est-ce qu'ils gèrent l'état de la chaîne et qu'ils puissent, pour que justement les transactions soient bien rejouées. Et je vous disais tout à l'heure que en fait, ce protocole de challenge a été très peu utilisé. À ma connaissance, sur Arbitrum, il a été utilisé une fois. Et en plus, c'était sur la chaîne Proof of Work. Et sur Optimism, j'ai même pas la donnée, mais il n'est pas activé. Voilà, il n'y a pas de fraude proof. Voilà, donc il n'y a pas de fraude proof sur Optimism. Voilà, et effectivement, c'est le cas. Donc c'est un gros sujet, effectivement. Yes. Merci. Du coup, sur le sujet des optimistiques également, la question est peut-être bête, hein, mais je suis très curieux. Il y a donc une période de 7 jours, d'après ce que j'ai compris, pour que n'importe quel validateur puisse point out un problème potentiel. Je me dis, est-ce qu'il y a un cas de figure où les 7 jours sont écoulés, personne n'a call out une transaction quelle qu'elle soit, et est-ce que du coup, il n'y a pas un énorme risque à avoir des transactions qui passent sans avoir eu le temps d'être validées par X ou Y personnes, validateurs, qui du coup mettent, j'ai envie de dire, à mal, en tout cas increase la vulnérabilité de ces systèmes-là. Je suis très curieux. Bah, tu l'as dit, hein, Okay. Globalement, ça fait partie du jeu. Oui, effectivement. Okay. Et globalement, c'est sûrement arrivé, hein, puisque, comme je vous ai dit, le protocole de challenge a été très peu déclenché. Donc, Ok. Tu as une autre difficulté économique à cet endroit-là. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui regarde par-dessus l'épaule du validateur, du séquenceur, pour s'assurer qu'il ne triche pas. Okay, si le séquenceur triche, cette personne, elle est payée. S'il ne triche pas, elle n'est pas payée. Bah, s'il ne triche pas, du coup, pourquoi il regarde ? Il n'a aucun intérêt à le faire. Il n'a pas d'intérêt économique à le faire, en fait. Et du coup, tu as un peu Enfin, alors, il y a peut-être des solutions pour ça, mais moi, je trouve que ça, c'est un truc où en tout cas, j'ai pas entendu jusqu'ici d'explications concrètes à comment ça se résout, quoi. Le manque d'alignement d'incentive à valider la chaîne et à vérifier que les autres font ça correctement. Super clair, merci. Hello. Pour revenir un petit peu sur ce que ces problèmes là, dont Bilal parlait. Donc, s'il y a une transaction qui, mettons, au bout de 5 jours, quelqu'un réalise qu'elle a été mal validée, qu'ils la sortent, ils doivent rejouer toutes les transactions qui en dépendent. Par exemple, je sais pas, sur un transfert, par exemple, un transfert. Moi, j'ai fait un transfert de token. Comme je l'ai fait, il y a plein de trucs qui se sont déclenchés. Je sais pas, mettons qu'il y a des prix qui échangeaient sur des cours, etc. Il y a tout un tas de personnes qui décident d'aller acheter, d'aller vendre, etc. Et 6 jours plus tard, on se rend compte qu'en fait, ma transaction était mal validée ou qu'elle était plantée. Il faut rejouer tout ce qui dépend de ma transaction, du coup. Normalement, tu peux rien faire avec tes fonds. Ils restent bloqués dans ce contrat-là temporaire. Et globalement, t'es pas censé... tu peux rien en faire, en fait. Tu peux pas les retirer de la chaîne pendant 7 jours. Et c'est ça aussi un gros désavantage par rapport aux ZK Rollup, c'est que pendant 7 jours, t'es bloqué avec tes fonds. Après, du coup, il y a ce qui existe, c'est des comment ça s'appelle, des quick bridge, donc notamment comme Hop, Speed Bridge, voilà, qui vous permettent, qui sont une grosse pool de liquidité, qui vous permettent de retirer votre argent plus rapidement. Mais bon, globalement, pour moi, leur fonctionnement est un peu obscur parce que c'est beaucoup de risques pour eux si jamais votre transaction elle est slashée. Mais encore une fois, comme en pratique, il y a une grosse encore différence entre la théorie
et la pratique sur ces roll-up-là, parce que, comme je vous disais, on a vraiment très peu de données sur comment fonctionne ce protocole de dissection en pratique, quoi. Et là, nous, du coup, dans l'équipe, on cherche un peu à creuser plus loin, mais il faut être whitelisté par l'équipe, il faut avoir un certain nombre de conditions pour pouvoir tester tout ça. Donc, c'est un bon sujet à tester. Imaginons un swap depuis le L2 vers le L1. Genre là, je veux swapper, je sais pas, 1 million. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai la contrepartie tout de suite? Est-ce que mes 1 million sont bloqués en attendant qu'ils soient validés? Soit, de ce que j'en comprends là aujourd'hui, quand tu dis un swap, c'est que tu veux retirer du L2 vers le L1 tes 1 million. Tu peux pas swapper entre L2 et L1. Okay. Donc tu as 1 million sur la L2, tu veux les retirer vers la L1. Okay. Ta transaction où tu vas dire je veux retirer de l'argent vers la L1, et ben en fait, cette transaction-là va être considérée comme finale au bout de 7 jours par la L1 et au bout de 7 jours, tu vas pouvoir récupérer ton argent sur la L1. Maintenant, si tu veux, tu peux passer par des tiers comme Hop qui vont dire ouais, ben moi, si tu veux, je te file 999 900 machin. Ils prennent une petite commission, mais ils te filent l'argent tout de suite. Et eux, ils vont récupérer les 1 million dans un mois. Après, moi, je veux juste dire un truc qui est que c'est dommage qu'il y ait personne qui travaille sur les optimistic roll-up qui soient là, parce que les optimistic roll-up, pour tout le mal qu'on en dise, c'est une technologie intéressante. Il y a plein de trucs intéressants qui se font avec les Zk roll-up. Il y a des réseaux qui sont live avec de l'utilisation, donc c'est facile pour nous qui n'avons personne qui travaille sur les optimistic roll-up de les critiquer aujourd'hui. Il y a sûrement plein de bonnes raisons et plein de choses qui font que ça marche. Mais c'est vrai que moi, je préfère je trouve que les Zk roll-up sont une brique un peu plus intéressante. Mais c'est important de noter que ces réseaux sont intéressants, tout n'est pas acheté dedans. Donc je vous invite à faire votre propre recherche, renseignez-vous sur le sujet. Il y a des réponses à ces questions-là et vous pouvez les trouver. Ok, très clair, merci. Bonsoir, merci beaucoup. Justement, j'ai une question en complément un peu de tout ce qu'on vient de dire, Coco. Par rapport aux optimistic roll-up que j'ai regardé depuis un moment, que j'utilise, je me suis demandé justement si c'était pas un peu une stratégie pour eux d'être vite utilisés. On a Arbitrum sur Aave, donc, qui propose pas mal de choses, et de renforcer leur façon de fonctionner une fois que vous aurez sorti vos systèmes. Est-ce que c'est possible ou est-ce que techniquement c'est tellement structurellement différent que je fantasme, quoi, en fait. Voilà. Ouais, je comprends. La question que tu poses, c'est est-ce que le fait d'être les premiers à shipper, ça va leur donner un avantage sur le long terme? Je pense que la question est, on le saura dans quelques années. C'est difficile d'y répondre tout de suite. On verra. Moi, je pense que une des raisons pour lesquelles je pense qu'il y a plus de choses à faire sur les Zk roll-up sur le long terme que sur les optimistic roll-up, c'est la raison suivante. C'est que c'est beaucoup plus facile de faire tourner ta propre chaîne sur un Zk roll-up que sur un optimistic roll-up. Vous voyez le problème qu'on a décrit là, le fait que si tu veux faire tourner ta propre chaîne sur un optimistic roll-up, il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde par-dessus ton épaule. Ça, en fait, c'est un coût qui fait que c'est très compliqué de faire tourner ton propre optimistic roll-up. En fait, le fait de faire cette infrastructure-là est assez compliqué. Du coup, tu vas avoir quelques grosses chaînes qui vont bien marcher, qui vont être sécurisées, mais faire tourner ta propre chaîne pour tes utilisateurs ou faire du code pour certains use cases de temps en temps à l'extérieur, ça va être beaucoup plus compliqué. Problème que tu n'as pas avec les Zk roll-up, parce que tu peux exécuter ta propre chaîne, même si jamais tu es 3 types au fond d'un garage et que tu fais tourner ta chaîne pendant 2 semaines, dans 2 ans, n'importe qui pourra vérifier que tu l'as fait correctement parce qu'il y avait une preuve de validité. Le deuxième avantage que tu as à faire avec un Zk roll-up, c'est que tu as beaucoup plus de choses que tu peux faire avec la confidentialité des données, qui vont te permettre de faire tourner des chaînes où, du point de vue du réseau public, tu ne dévoiles pas ce qui s'est passé, mais tu peux prouver que tu as tout fait correctement. Autrement dit, les chaînes d'entreprise dont on parlait plus tôt, c'est possible avec les Zk roll-up. Je pense que c'est pas là tout de suite que va venir l'innovation, mais c'est possible ce genre de truc. Ma question, c'était pas exactement ça, même si ça répond un peu. C'était est-ce qu'ils peuvent se transformer, c'est-à-dire se mettre à jour, et eux, comme ils auront déjà en fait leur nom connu, une utilisation fréquente de leur chaîne, ils peuvent migrer, enfin, je sais pas quel mot utiliser, mais se transformer en ZK Rollup. Est-ce que c'est possible techniquement ?
Alors, juste pour compléter et pour répondre, effectivement, ils ont utilisé comme argument dès le début, comme quoi les ZK roll-up, c'est trop compliqué, ça ne marchera jamais. Nous, ce qu'on fait, ça fonctionne maintenant, donc nous, c'est mieux. C'était un peu leur argument, enfin, je l'avais entendu un peu dans des lives. Ok. Ensuite, pour ta question, pareil, on entend parfois dire que il y aura peut-être une convergence entre les optimistic rollup et les ZK rollup qui vont utiliser des preuves zero knowledge sur les optimistic rollup. C'est des choses qu'on entend. Globalement, pour le moment, j'ai aucune preuve. Il n'y a aucun projet sur GitHub qui fait ça vraiment, pas à ma connaissance en tout cas. Mais peut-être que oui. Après, j'aimerais aussi un peu nuancer. Avec un sujet dont on n'a pas parlé, lorsqu'il y aura le passage à l'échelle, il y aura ce besoin de la communauté de décentraliser les séquenceurs. Et actuellement, le réseau L2 est un réseau d'exécution. Et au moment où on va vouloir décentraliser les séquenceurs, il faudra que ces séquenceurs communiquent entre eux. Donc d'ailleurs, c'est une question ouverte. Je ne sais pas comment vous allez... quel protocole vous allez trouver pour faire communiquer les séquenceurs entre eux. Est-ce que globalement, on ne pourra pas appeler ça un consensus? Dans ce cas-là, on aura une chaîne d'exécution et de consensus sur le L2. Et aussi, je pense qu'il y aura pas mal de différences par rapport à ça qui vont différencier les projets. Voilà, une petite chose en plus encore que je rajoute. Mais voilà. Merci. Et du coup, juste pour élaborer sur la question que tu disais, est-ce que c'est possible dans le futur? Peut-être. C'est difficile à dire en fait, parce que quand il y a de la volonté, il y a de la capacité, et puis c'est pas des gens idiots, donc peut-être qu'à un moment ils y arriveront. Mais pour moi, quand j'entends ça, j'entends un peu les bitcoiners qui disent non, mais s'il y a un truc cool sur Ethereum, on le fera sur Bitcoin. Bonjour. Moi, j'avais une question concernant StarkEx, à savoir pourquoi ça a été développé. On voit pas mal de partenariats, notamment avec ImmutableX, si je dis pas de conneries. Et comment techniquement ça opère, pourquoi l'avoir créé, et quel est le futur de StarkEx? Ouais, c'est une très bonne question. StarkEx, c'est le premier système c'est la première machine d'État prouvable, vérifiable par Ethereum, qui manipulait des actifs sur Ethereum qu'on a créé. En fait, ça répondait à un besoin du marché à un instant T qui était on a besoin de trader plein de trucs et de faire du trading, de faire beaucoup de volume de trading, mais ça coûte cher sur Ethereum. Donc nous, on a commencé à développer StarkEx avec des outils super rudimentaires, des outils mathématiques super rudimentaires, mais qui permettaient d'échanger des actifs. StarkEx, tu peux voir ça comme une machine d'État. En fait, c'est un truc qui te permet de trader des actifs, créer des actifs et de brûler des actifs. Tu peux voir ça comme un trading engine en marque blanche. C'est ce que fait Binance ou Coinbase ou quoi. Mais l'engin, l'order matching, est fait de façon prouvable et est fait en marque blanche. C'est ça StarkEx. Donc en fait, on l'a fait parce qu'il y avait des gens qui en avaient besoin et qu'il y a des gens qui s'en sont servis. Après, trader, c'est cool, c'est bien, mais on peut faire plein d'autres choses avec les blockchains. Et en fait, au fur et à mesure qu'on développait StarkEx, notre tooling pour développer StarkEx est devenu de meilleur en meilleur. Et on est arrivé petit à petit avec un nouvel outil qui s'appelait Cairo, qui permettait d'être vachement versatile sur la logique qu'on mettait dans cette machine d'État. Et à partir du moment où on avait un truc qui nous permettait de faire des trucs beaucoup plus complexes que juste une machine d'État simple, on s'est dit, plutôt que d'enrichir cette machine d'État, on va essayer de faire la même chose que les gens ont l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire une blockchain, avec des smart contracts, avec des comptes, et on va faire ça de façon prouvable, en fait. StarkEx, tu peux le voir un peu comme l'avion des frères Wright en 1910, je crois, un truc comme ça. C'est la première machine qu'on a réussi à faire voler. C'était un truc de ouf. Ça a prouvé que les preuves ZK, les validity proofs, ça marche. Ça a prouvé que ça marche à l'échelle. Ça a prouvé que c'était sécurisé. Et là, Starknet, c'est l'édition d'après sur laquelle tu peux mettre la logique que tu veux. Donc c'est un produit qui marche très bien pour les produits, pour les entreprises qui veulent faire du trading, qui veulent faire du volume et tout ça. Pour les gens qui veulent un peu plus de logique, ce qui est, à mon avis, dans le futur, la majorité des entreprises, ça va avoir du sens de soit le faire sur Starknet public, soit de faire tourner son propre réseau Starknet. Ça répond à ta question? Oui, totalement. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous d'avoir partagé votre vision et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est super enrichissant. Thanks Julien pour la modération AAA. Et allons boire des coups les gars.